augmenter les recettes de l'État et canaliser le fonds public au développement et à la reconstruction de la République démocratique du Congo, la patrouille financière, une stratégie ascendante du contrôle systémique, une nouvelle méthode de l'inspection générale des finances. On en parle au cours de ce numéro spécial qui reçoit pour vous, mesdames et messieurs, l'inspecteur général des finances, chef des services, le professeur Christophe Bitassimwa. Il est notre invité. Qui est-il réellement? Nous allons essayer de faire une petite présentation. Monsieur Christophe Bitassimwa est docteur en économie et professeur des universités. Il est recruté à l'inspection générale des finances en 1989, après concours comme inspecteur des finances. Fils maison, aujourd'hui, il est à la tête de cette institution qu'il a accueillie à sa jeunesse pendant sa carrière de 35 ans. Il a aussi bénéficié des détachements en dehors de l'IGF comme PCA de la Régie des eaux, directeur financier RENAPI, actuel CENAPI, administrateur technique de la COHYDRO, actuel Sonahydrac, directeur d'audit du FONER, secrétaire général au ministère des Finances, secrétaire général du ministère de l'Industrie. Il fait sa réintégration à l'inspection générale des finances en 2023 comme inspecteur général des finances, où il a exercé les fonctions de chef des brigades de provinces et entités territoriales décentralisées. ETD. En 2025, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fait le choix de l'élever à la tête de l'institution IGF en qualité de l'inspecteur général des finances, chef de service. Monsieur Bitassimwa, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bienvenue à ce numéro spécial. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous vous portez bien? Très bien. L'IGF également? Bien sûr. Merci beaucoup. Nous allons parler aujourd'hui au cours de ce numéro du contrôle systémique, du plan triennal 2026-2028 que vous avez mis en place. Brièvement, d'entrée de jeu, est-ce que vous pouvez nous faire une petite économie? C'est quoi exactement le plan triennal? Et on a parlé, on a vu les médias de tous bords parler du contrôle systémique. C'est comme un point d'interrogation, les gens se posent la question, c'est de quoi? Il s'agit de quoi exactement? Expliquez-nous brièvement d'entrée de jeu, c'est quoi? Avant d'en arriver à expliquer le contrôle systémique, je m'aimerais d'abord rappeler les missions essentielles de l'inspection générale des finances. Voilà. L'inspection générale des finances, c'est l'organe supérieur du gouvernement, placé sous l'autorité directe du chef de l'État, et dont le rôle est multiple. D'abord, premièrement, c'est le contrôle des finances et des biens publics. Deuxièmement, c'est l'audit des organismes et services publics. Et troisièmement, c'est la surveillance des finances publiques en général. Et troisièmement, c'est un organe d'appui au gouvernement, dans le sens que c'est un organe qui conseille le gouvernement, tirant les leçons de ses missions de contrôle sur le terrain. Alors, pour arriver à exécuter ces missions, à réaliser ces missions, l'inspection générale des finances, comme toute organisation, recourt à plusieurs stratégies. Et parmi ces stratégies, il y a ce qu'on appelle le contrôle a posteriori. C'est un contrôle qui vient après l'acte de gestion. Les gestionnaires gèrent pendant une période donnée et les inspecteurs viennent vérifier a posteriori si la gestion était bonne ou mauvaise. Et l'inspection générale des finances peut aussi faire ce qu'on appelle le contrôle a priori. C'est-à-dire c'est un contrôle qui intervient avant l'acte de gestion pour que des actes irréguliers de gestion ne puissent pas se commettre. N'est-ce pas? Et c'est ce qu'on a appelé patrouille financière à un certain moment. Il y a ces différents contrôles. Il y a les contrôles concomitants aussi. Les contrôles concomitants, c'est des contrôles qui se font au même moment que les actes de gestion sont en train de se faire. Alors aujourd'hui, si on parle de contrôle systémique, c'est que c'est une autre nouvelle stratégie que nous voulons impulser à l'inspection générale des finances pour faire efficacement son travail.
Qu'est-ce que ça veut dire le contrôle systémique? Le contrôle systémique, en fait, part de l'idée et de la réalité que l'État est un système. L'État est un système composé de sous-systèmes. Parmi ces sous-systèmes, vous avez le système économique, le système financier, le système judiciaire, le système social, le système politique, plusieurs systèmes en fait, parce que vous savez, quand on forme le gouvernement, c'est plusieurs secteurs. Tous ces secteurs, ce sont des sous-systèmes de l'État, n'est-ce pas? Vous avez à peu près 60 départements. Ces départements, ce sont des sous-systèmes. Il y a le système environnemental, le système budgétaire, le système financier, le système économique, le système de transport, les systèmes. Tous ces systèmes, ce sont des sous-systèmes du système État. Ces systèmes interagissent entre eux. L'État, en tant que système composé de sous-systèmes, le propre de tout système, c'est l'interaction entre les différentes composantes de ce système. Et cette interaction se fait par des actions, des réactions, des influences réciproques entre les sous-systèmes. Les finances publiques, c'est un des sous-systèmes du système État. Ces finances publiques tirent leurs sources du système économique. En d'autres termes, les finances publiques constituent une ponction sur la richesse nationale. L'économie nationale, c'est le secteur qui produit la richesse du pays. Et l'État ponctionne sur cette richesse du pays pour avoir son budget, pour avoir ses richesses. Voilà. Alors, vous ne pouvez pas contrôler de façon efficace si vous ne maîtrisez pas le flux qui circule dans tous ces systèmes. Et c'est ça le contrôle systémique qui consiste justement d'abord à maîtriser tous les flux financiers et économiques qui circulent dans le pays. Et après avoir maîtrisé ce système, vous pouvez maintenant savoir où est-ce qu'il y a les points de dysfonctionnement, où est-ce qu'il y a les points rouges sur lesquels il faut mener un contrôle pour s'assurer effectivement que les finances de l'État obtiennent ce qu'elles devront obtenir et l'utilisation de recettes qui entrent envers les autres sous-systèmes si ces dépenses arrivent effectivement à bonne destination et sont utilisées à bon escient. C'est ça le système systémique. Donc le contrôle systémique sert à contrôler, d'abord à maîtriser le système et puis le contrôler, le surveiller en permanence, de manière à ce que les interventions de l'IGF ne soient plus des interventions hasardeuses, à l'aveuglette. Avec précision. Mais ce sont des interventions ciblées qui viennent avec précision après avoir analysé les données et établir une cartographie des risques qui vous permettent d'intervenir de façon beaucoup plus précise et suffisamment armée par les renseignements que vous avez en amont. Monsieur l'inspecteur général, vous avez mis un profit du temps qui s'est écoulé entre votre nomination et ce jour où vous avez passé au peigne fin la situation de l'IGF à travers un grand diagnostic. Vous avez utilisé une méthode scientifique, le SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace. Pouvez-vous nous dire ce qui présente pour vous ces menaces? Oui, nous avons effectivement, dès l'entame de notre mandat, nous avons fait un diagnostic. Oui. Un diagnostic non complaisant. Tu l'appelles scientifique d'ailleurs. Oui. Effectivement, l'analyse SWOT consiste à dégager les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Et nous l'avons fait de façon approfondie. Il fallait faire un travail de fond, sans complaisance, pour nous remettre en cause nous-mêmes en tant qu'institution, pour savoir si le travail que nous faisons jusque-là ne peut pas être amélioré. Et nous avons effectivement pour cela fait cette analyse. Parmi les forces, nous avons identifié que l'Inspection générale des finances est un organe qui a pratiquement son positionnement institutionnel et légal est très fort. Nous sommes un organe qui a contact, qui a accès à toutes les institutions. Nous sommes un organe qui a de l'expertise. Nous avons des ressources humaines parmi les mieux formées de la République, parce que nous recrutons sur le concours ici, un concours assez rigoureux.
Et vous continuez à recruter? Vous continuez à recruter? Le recrutement s'est fait de façon programmée. On ne s'est pas recruté de façon permanente. Nous avons recruté en 2021 et 2022 190 inspecteurs de finances. C'est déjà une grande moisson. Ça faisait longtemps que l'inspection générale avait recruté. Ça faisait pratiquement 35 ans que l'inspection avait recruté. Et il y avait un grand gap. Nous avions maintenant des ressources humaines vieillissantes. D'ailleurs, la preuve, c'est que tout le monde... il y a beaucoup de gens qui sont partis, à la retraite. Alors, il fallait rajeunir l'inspection générale des finances. C'est ce qui a été fait. Et ce processus de rajeunissement va continuer sans désemparer, parce qu'on ne va plus faire passer autant de temps avant de recruter d'autres inspecteurs, de manière à ce que le service ait toujours la jeunesse. Parmi les forces, nous avons aussi le fait qu'aujourd'hui, par la décision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, a doté des moyens autonomes à l'Inspection générale des finances, qui n'existaient pas avant, pour lui faciliter l'action sur le terrain. Et à part les forces, nous avons des faiblesses. Les faiblesses, c'est que nous avions une méthode de travail qui était en quelque sorte ponctuelle et qui demandait des ressources humaines massives sur le terrain pour faire le contrôle. C'est une faiblesse parce que ça coûte cher en termes de ressources financières et en ressources humaines. C'est un contrôle ponctuel qui signifie que lorsque vous contrôlez, et lorsque vous quittez l'endroit, c'est fini, les choses recommencent comme avant votre arrivée. Et nous avions des méthodes traditionnelles de contrôle, essentiellement manuelles, où nous travaillons manuellement. Et la digitalisation était très faible, est encore très faible d'ailleurs aujourd'hui à l'Inspection générale des finances. Nous travaillons sur des données partielles, sur des données parsemées. Et dès que nous avons travaillé, nous perdons presque ces données-là. Nous n'avons pas une base de données, en fait, qui nous permette de faire le suivi dans la durée. D'autres faiblesses, c'était le fait que l'Inspection générale des finances est concentrée à Kinshasa. D'aucuns se demandent, mais comment vous pouvez être efficace pour qu'il y avait une compétence générale sur toute la République. La RDC, c'est un continent. Et c'est pourquoi il faudrait peut-être, monsieur l'inspecteur général, déployer des directions dans les différentes provinces et augmenter, continuer encore les recrutements, par exemple. Bon, on va y arriver dans les options qui ont été levées. Je vais expliquer qu'est-ce que nous avons préconisé. Là, je citais encore les faiblesses. Et l'analyse SWOT nous a permis d'identifier aussi les opportunités. Les opportunités, c'est que il y a une grande vague de digitalisation dans le pays. Il y a le président de la République qui a mis un point d'honneur sur la digitalisation en créant même un ministère de l'économie numérique. Et une loi sur le numérique a été votée. C'est une grande opportunité parce que les données financières, on ne sait pas les maîtriser manuellement. Il faut nécessairement passer par la digitalisation. Et lorsque beaucoup de services de l'État se digitalisent déjà, eh bien c'est une opportunité que nous devons saisir. D'autres opportunités, c'est qu'il y a la décentralisation dans le pays. Comme on a décentralisé, les finances sont décentralisées aussi avec des provinces qui ont des budgets propres, des ETD qui ont des budgets propres. Nous devons aussi nous adapter à cette nouvelle donne pour exercer nos fonctions. Mais d'autres opportunités, c'est que la demande du contrôle est très forte dans notre pays, aussi bien par le gouvernement, mais par aussi la société civile qui réclame qu'il y ait des contrôles pour contrer les détournements des fonds et que les résultats de ce contrôle puissent être connus de manière à ce que le peuple puisse savoir comment les ressources qu'elle met dans les caisses de l'État sont utilisées. Cette demande sociale, c'est aussi une opportunité que nous devons saisir pour faire davantage notre travail et bien le faire. Et nous avons aussi des menaces. Lorsque le travail de l'Inspection générale des finances n'est pas suivi des faits, ça donne l'impression que l'Inspection générale des finances ne travaille pas.
Et ça amène une sorte d'incompréhension dans la population Bon, c'est ce que les gens disent, hein, monsieur l'IGF. Depuis que Bitassi Moua est à la tête de l'IGF, il ne communique pas, on ne comprend pas quelle est sa politique, il ne dit rien, il n'aime pas des émissions, il n'aime pas des interviews. Voilà. Qu'est-ce qui se passe réellement? Ce n'est qu'une parenthèse. Hein. C'est parmi les menaces, en fait, où lorsque nos rapports ne sont pas suffisamment exploités ou exploités dans le sens objectif, ça donne l'impression qu'on ne travaille pas, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que ce n'est pas l'inspection générale des finances qui sanctionne ses propres rapports. Pour des faits pénaux qui sont découverts, c'est la justice aussi qui fait. Je pense que chacun joue sa partition et l'inspection générale des finances fait son travail, les autres institutions aussi font leur travail. Mais la confusion, c'est qu'on veut faire à l'inspection générale des finances ce qui n'est pas son travail. Hein? Voilà. D'autres menaces, ça peut être effectivement l'insuffisance de moyens nécessaires. L'IGF manque de moyens? L'IGF, pour le moment, a les moyens de son action. Okay. Mais si l'IGF veut augmenter sa puissance, il va avoir besoin de beaucoup plus de moyens encore. Et si ces moyens manquent, ça constitue une menace dans ses actions futures. Voilà un peu l'analyse soft que nous avons effectuée. Et sur base de cette analyse, en cherchant comment minimiser les faiblesses, n'est-ce pas, comment capitaliser les forces et les opportunités, et comment mitiger les menaces, est sortie une vision, une nouvelle vision, et c'est cette nouvelle vision qui a donné lieu à l'élaboration du plan stratégique dont vous avez tantôt parlé. Merci. De cette vision, il se dégage réellement une vision de votre diagnostic. C'est tout au moins en vue de la matérialisation de cette vision. Vous avez opté pour l'approche systémique. C'est quoi l'approche systémique et comment va-t-elle assumer le contrôle efficace dans un pays où on a un problème sérieux des personnes qui ne maîtrisent pas l'informatique, des gens qui peuvent aussi cacher des données? C'est vrai, le contrôle systémique vient à entendre en lisant. J'ai lu un document avant de réaliser cette interview, j'ai compris le fond, c'est bien, mais nous sommes dans un pays, M. Bitassi Moua, où il y a vraiment carence des gens qui maîtrisent l'outil informatique. Vous pensez que vous allez vous en sortir avec le contrôle systémique? Sincèrement, dites-moi. Oui, d'abord, il faut expliquer la vision et puis la modalité qui est le contrôle systémique. Oui. La vision, c'est que nous voulons faire de l'inspection générale des finances un organe d'intelligence, n'est-ce pas? Oui. Pour des interventions qui transforment la gouvernance, n'est-ce pas, publique. Qu'est-ce que ça veut dire un organe d'intelligence? Un organe d'intelligence, c'est un organe qui, à l'heure actuelle numérique, qui maîtrise la donnée. La donnée, tout ce qui se passe comme activité, est traduite en données économiques et financières. Si nous voulons réellement contrôler les finances publiques, nous devons maîtriser les données qui concernent les flux financiers et économiques. Cela demande une intelligence nouvelle. Nous devons maîtriser les nouvelles technologies, n'est-ce pas, du numérique pour y arriver. En ce moment-là, nous sommes un service d'intelligence dans la mesure où nous maîtrisons la donnée, nous analysons cette donnée-là, nous dégageons les risques majeurs qui nous permettent d'intervenir. Ça signifie qu'à ce moment-là, l'inspecteur des finances n'intervient plus à l'aveuglette, comme aujourd'hui, où nous allons sur le terrain, et c'est au contrôleur que nous demandons de nous produire ces données. Non, c'est comme si vous demandiez à quelqu'un de vous donner l'arme par laquelle vous allez les tuer. Est-ce que quelle arme, quelles données il va vous donner l'arme sans munitions. Il va vous donner l'arme sans munitions. Bien sûr. Voilà, justement. Alors, à ce moment-là, pour être beaucoup plus intelligents, nous devons obtenir la donnée en amont. Et quand nous arrivons auprès de lui, nous sommes suffisamment armés pour les confondre. Est-ce que vous pensez, donne de mauvaises données, vous pensez que vous allez arriver à atteindre vos objectifs
Oui, effectivement. L'intelligence c'est- artificielle, c'est- l'intelligence aujourd'hui, Ouais. on peut triquer les données. Hein. On dit, bon, voilà, il faut lui donner 70. On garde les 30, on sait comment on va les gérer avec des informaticiens experts. Oui, Euh, effectivement. L'intelligence consiste, comme je vous ai dit, de maîtriser les technologies. Ces technologies vont vous permettre de savoir ce qui est faux et ce qui est vrai. N'est-ce pas? Ces technologies vont vous permettre de juger de la donnée qu'on met à votre disposition. Parce que si vous contrôlez réellement le système, vous avez donc plusieurs sources de recoupement. Ces plusieurs sources de recoupement vous permettent de juger de l'authenticité des données qui sont mises dans votre système. Cet organe d'intelligence signifie aussi que nous devons avoir des bases de données. Non seulement nous collectons les données, mais nous devons pouvoir les garder, les héberger chez nous, de manière à ce que nous puissions avoir une vision, une analyse dans la durée. Nous pouvons savoir les tendances, nous pouvons avoir une perspective à la fois rétrospective, mais aussi prospective, lorsque nous avons les bases de données. Et ça nous permet, bien sûr, de pouvoir savoir d'où nous venons, où est-ce que nous allons, sur base de la maîtrise de cette donnée-là. Alors, avec ça, ça nous permet de faire une intervention sur le terrain qui soit une intervention utile et une intervention qui peut transformer les systèmes parce que c'est une intervention qui va partir de l'identification des dysfonctionnements des systèmes et lorsqu'on intervient, c'est pour justement transformer, pour qu'on puisse remédier à ces dysfonctionnements de manière que les choses puissent se remettre en ordre. Vous pensez que ça va vous prendre combien de temps? Est-ce que vous avez évalué un peu sur le plan de la durée? Oui. Ça va vous prendre combien de temps à peu près pour que c'est tout un processus, c'est pas facile. Et rassurez-vous que vous serez aussi vraiment combattu par rapport à ça, parce que vous voulez enlever, c'est-à-dire quand vous-même vous venez de le dire ici, vous demandez à quelqu'un de vous donner l'arme avec laquelle vous allez la battre. Oui, c'est un travail, c'est pas pour rien que nous avons pratiquement conçu un plan triennal. Hein. Nous pensons que dans 3 ans, nous pourrons atteindre nos objectifs. Ce n'est pas à faire immédiatement, mais c'est un processus que nous allons mettre en place et qui va arriver à maturité dans 3 ans, donc d'ici 2028. Donc nous allons procéder par des exercices pilotes et progressivement, nous allons arriver à la maturité d'ici 2028. Ça a été étudié, ça a été planifié de cette manière-là. Mais dans l'entretemps, dans l'entretemps, il faudrait que le contrôle se... Est-ce qu'on peut dire que vous avez mis une pause, il n'y a pas de contrôle, on attend que ces plans triennales arrivent à maturité pour faire votre travail de contrôle où il y a un travail qui se fait? Mais pas du tout. Mais nous avons toujours contrôlé jusque-là. Et nous allons continuer à contrôler, mais progressivement en affinant nos méthodes jusqu'à atteindre la maturité en 2028. Parce qu'on dit qu'il y a des inspecteurs, il n'y a pas de pause. On a retiré des inspecteurs dans les entreprises et dans quelques endroits, et même dans quelques ministères là où ils étaient. Bon, bien sûr, c'est vrai. Les inspecteurs n'ont pas vocation de rester en permanence dans les services contrôlés. Oui. Hein, ils viennent et puis ils retournent, ils viennent, ils retournent. Ça, c'est tout à fait normal. Sinon, ils vont devenir des gestionnaires. S'ils doivent rester en permanence dans les entreprises, ils ne seront plus des contrôleurs. Ils seront... Vous savez que l'inspection générale des finances, c'est un contrôle externe. Ce n'est pas un contrôle interne. Les entités des différents ministères et les entreprises et tout cela ont des services de contrôle interne, ce qu'on appelle les audits internes. Les ministères ont même des inspections internes de ces ministères-là. Voilà, ça ce sont des services de contrôle interne qui ont vocation d'être en permanence dans ce ministère. Nous sommes un service de contrôle externe. Donc nous venons et nous repartons. Donc notre vocation, ce n'est pas vraiment de rester en permanence dans les services que nous contrôlons. Hein, vous voyez ça? Alors vous dites, est-ce que ce que vous projetez, est-ce qu'on va vous faciliter la tâche et qu'on sort, tout ça? Mais tout ça, c'est pris en compte. Lorsque nous définissons l'horizon dans 3 ans, nous prenons toutes les dispositions pour justement que nous puissions briser la résistance. Parmi les menaces d'ailleurs, effectivement, que nous avons identifiées, il y a la résistance au contrôle.
comme il va y avoir aussi la résistance au changement, la résistance à Vous êtes ce déjà que nous préparé voulons. en conséquence. Nous sommes préparés à ça pour que nous puissions briser cette résistance-là. Donc, nous avons des stratégies qui vont nous permettre justement de briser. Ce que vous devez savoir, que l'inspection générale des finances travaille sous la puissance publique, hein, n'est-ce pas? Ces résistances viendraient de qui? Des privés, de l'État lui-même? Les hommes forts, les hommes forts. Les hommes forts de la République. Les hommes forts de la République. Oui. Non, il n'y a pas plus fort dans la République que le président de la République dont nous dépendons. Et c'est lui qui impulse notre vision. Donc, je ne vois pas. Hein, c'est lui qui va résister à cette vague de réformes qui tend à rationaliser la gestion publique du pays. Ce serait un ennemi de la République. La patrouille financière a permis des résultats concrets pour stabiliser la situation. Quelle innovation va apporter particulièrement le contrôle systémique? Oui. La patrouille financière, c'est une stratégie qui a apporté des grands fruits. Effectivement, elle était propice pour faire la patrouille financière. Il fallait des actions chocs. On puisse stopper rapidement la déliquescence de la gestion publique qui était observée dans le pays. Et le président de la République a donné effectivement le poids à l'IGF, a réformé l'IGF, lui a donné encore son pouvoir pour briser cette déliquescence généralisée de la gestion publique. Et la patrouille a produit ses fruits. La patrouille, c'est un terme, comme vous le constatez, emprunté de l'armée, n'est-ce pas? Une patrouille, en général, c'est une action coup de poing, n'est-ce pas? C'est une action qui consiste à arrêter l'hémorragie, n'est-ce pas? À arrêter l'hémorragie, c'est comme si aujourd'hui on vous dit, voilà, il y a trop de criminalité, Angaba, les Koulouna, ainsi de suite. On fait une patrouille, une opération coup de poing, on arrête les Koulouna et consorts, tout ça, et puis on essaie d'arrêter cette déliquescence. Mais après ça, il faut maintenant des actions en profondeur, n'est-ce pas? Oui. En profondeur pour endiguer un phénomène comme le Koulouna. C'est ce que nous faisons maintenant. L'inspection générale des finances a fait la patrouille financière qui était adaptée à une situation bien déterminée, mais l'inspection des finances ne peut pas faire de la patrouille sur patrouille, sur patrouille, sur patrouille. On doit évoluer. On doit évoluer vers des systèmes beaucoup plus structurels qui permettent un travail beaucoup en profondeur et qui constituent une transformation générale. Si la patrouille financière, a permis d'avoir des résultats ponctuels, mais nous voulons des résultats durables. Si la patrouille était des opérations ponctuelles dans des organisations pour le contrôle, ainsi de suite, nous voulons un système permanent. Plus amélioré. Plus amélioré, un contrôle permanent. Lorsque vous avez à temps réel les données de tous les flux financiers et économiques du pays, vous les surveillez de façon permanente. Donc ça ne sera pas seulement une intervention ponctuelle, n'est-ce pas? Nous voulons un contrôle proactif, n'est-ce pas? Et non pas un contrôle réactif. La patrouille financière, c'est un contrôle réactif. On devrait réagir à la déliquescence d'une situation. Mais lorsque vous quittez la patrouille, la même déliquescence revient. Mais là, nous voulons maintenant des actions proactives, préventives. Hein? Donc, nous devons tuer la déliquescence qui veut ça. Les irrégularités, on doit les tuer dans l'œuf, en jouant sur les systèmes, n'est-ce pas? En jouant sur les systèmes, en ayant identifié déjà les dysfonctionnements dans le système. Et nous devons travailler sur ces dysfonctionnements de manière à endiguer justement les détournements des fonds. L'objectif de l'IGF n'est pas de prendre les voleurs et de les exhiber, n'est-ce pas? Voici un détourneur, voici... L'objectif de l'inspection générale des finances, en tant que service de contrôle supérieur, c'est de faire de sorte qu'il n'y ait plus de détournement. C'est de tuer les détournements d'Aleph. C'est ça. Et c'est vers là que nous tendons. Nous tendons vers avoir des systèmes qui sont suffisamment verrouillés que même le détourneur, il est détecté avant qu'il ne commence même à détourner. Wow. C'est ça l'objectif. Voilà. Votre démarche, si je ne m'abuse,
vise à transformer l'IGF de sorte qu'elle réponde aux défis actuels et futurs de la gouvernance publique sur le fond de la nouvelle gestion publique. NGP, qu'entend-on par ce concept? Et le Congo y a-t-il souscrit? Oui, la nouvelle gestion publique, c'est un concept qui a émergé vers les années 1980. Voilà, depuis 80, nous avons combien d'années? Plus de 45 ans que ce mouvement a émergé dans les pays anglophones et du président Reagan aux États-Unis. Ce mouvement vient du fait d'un constat général dans le monde de l'inefficacité de l'État et de la mauvaise gestion universelle de l'État. Et il fallait réformer l'État pour lui donner des outils de gestion qui soient plus efficaces. Généralement, ce sont des outils qui sont empruntés du domaine privé, de la gestion privée, qui est beaucoup plus prudente que la gestion publique. C'est de là qu'est venue d'ailleurs la notion de la planification stratégique. L'État devrait travailler non plus de façon ponctuelle et de façon routinière, mais l'État devrait planifier son action dans les temps. C'est de là que viennent les notions de budget-programme. De budget-programme, parce que les programmes ne sont que des composantes du plan, n'est-ce pas? Le plan est divisé en programme, et puis en action, et ainsi de suite, tout ça. Et notre pays, ce n'est qu'en 2011 que nous avons la loi des finances, la loi relative aux finances publiques, qui a donné une grande réforme dans notre pays et qui, justement, est conçue dans la logique de la nouvelle gestion publique, une nouvelle gestion publique qui est plus basée sur la performance de la gestion. C'est la performance de la gestion qui est recherchée, la redevabilité, où on doit rendre compte de ce qu'on fait comme gestion et où on vise beaucoup plus la transparence dans la gestion et le résultat. La performance étant effectivement l'atteinte des résultats escomptés. Jusque-là, la gestion de l'État est gérée comme à la routinière. On donne des moyens et puis on s'occupe très peu de résultats qui en découlent et consorts. La nouvelle gestion publique, justement, voudrait que non seulement on contrôle la régularité par rapport aux lois et règlements qui régissent la gestion des finances publiques, mais surtout qu'on puisse contrôler les résultats qui en découlent. Donc on ne doit pas seulement voir la régularité sur le plan de la loi et des règlements, mais aussi on doit voir la performance. Est-ce qu'on a atteint le résultat escompté? Est-ce que ce qu'on a atteint a des impacts? C'est un peu ça, les concepts dans lesquels nous sommes inscrits depuis la réforme qui a lieu dans les finances publiques dans notre pays et qui peine à aboutir, mais il y a des avancées dernièrement qui montrent qu'on va y arriver. C'est cette réforme, elle s'est étendue à tous les secteurs de la vie nationale, notamment à l'administration publique, où il y a la réforme. C'était aussi dans l'armée, dans la police, un peu partout. Et c'est dans cette vague de la modernisation de la gestion de l'État que nous sommes inscrits. À cela s'ajoute aujourd'hui une nouvelle donne qui est incontournable, c'est l'explosion du numérique, des systèmes de gestion, les systèmes de comptabilité, tous les systèmes de contrôle sont bouleversés par l'utilisation de nouvelles technologies. Et nous ne pouvons pas rester intacts. Nous devons nous adapter à la nouvelle donne. C'est l'option qui est élevée dans notre pays de façon beaucoup plus prononcée avec l'érection du ministère de l'économie du numérique, de la loi sur le numérique. Justement, ça va pousser tout le monde à se digitaliser et arriver à ce que la gestion digitale de l'État soit une réalité. Aujourd'hui, nous avons quelques avancées, notamment dans le domaine des finances. Nous avons des systèmes d'information qui sont digitaux, notamment, je peux vous citer, à la DGDA, nous avons le système Sidonia World. C'est déjà un système numérique. Nous avons la CDSI, nous avons la gestion, la chaîne de la dépense, c'est un système numérique. Nous avons les systèmes d'information de la chaîne de la recette qui est en train d'être
d'être mise en place, où il y aura un dépôt de données relatives aux recettes. Nous avons les SEGIS, qui est le guichet unique du commerce, n'est-ce pas? Nous avons Isis Régie, nous avons Logirad, nous avons Gest Impôt, nous avons donc beaucoup de systèmes d'information qui existent, malheureusement qui ne collaborent pas. Mais nous, vous allez mettre ça maintenant en réseau et en synergie. Nous allons nous connecter à tous ces systèmes de manière à recueillir des données à temps réel, les analyser de façon permanente, n'est-ce pas? Établir des cartographies des risques après analyse et faire des interventions ciblées sur le terrain basées sur les risques majeurs identifiés. Voilà. Revenons un peu sur le plan triennal. Dans ces plans triennal qui résultent du plan stratégique national 2024-2028 et du plan d'action prioritaire 2024-2028, il repose sur combien d'axes stratégiques? Pouvez-vous nous décliner ces axes et quels sont les résultats attendus? Comment ces plans vont-ils se déployer sur les 3 années d'une manière pédagogique? Essayez un peu de nous étaler la faisabilité de ces plans, la matérialisation, je voulais dire, de ces plans triennales. Notre plan stratégique est triennal, c'est-à-dire il s'étend sur l'horizon de 3 ans, 2026, 2027 et 2028, n'est-ce pas? Je vais vous parler de ces 6 axes, ce plan en 6 axes. Oui. Et après, je vais vous parler du phasage, c'est-à-dire les chronogrammes de réalisation de ces phases. Les 6 axes sont, premièrement, la transformation digitale. Ça, c'est vraiment le premier axe que nous voulons avoir. C'est que nous voulons transformer nos processus de travail. Nous voulons les digitaliser. Nous voulons dématérialiser nos processus de travail. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est la protection, la sécurisation et la protection du patrimoine et des biens publics, n'est-ce pas? Parmi les rôles essentiels de l'Inspection générale des finances, il y a le contrôle des biens et du patrimoine de l'État. Ça fait partie aussi de vos missions. De nos missions. Aujourd'hui, je peux avouer que c'est une mission que nous n'avons pas suffisamment activée. Au point qu'aujourd'hui, le patrimoine de l'État n'est pas maîtrisé. Les biens de l'État font l'objet de spoliation, de tout cela, parce qu'effectivement, le système de gestion de ces biens n'est pas au point. Et l'Inspection générale des finances n'a pas beaucoup travaillé sur cet aspect-là. Nous allons nous focaliser aussi de façon assez prononcée sur ces entités-là. Vous savez, dans notre pays, on a décentralisé la gestion des finances publiques, où les ETD sont censés avoir leur propre budget, les provinces leur propre budget, et puis le pouvoir central son budget. Il s'est fait que depuis plusieurs années qu'on a la décentralisation, cet aspect de la gestion des entités territoriales décentralisées n'est pas encore suffisamment cerné. La décentralisation financière n'est pas encore suffisamment cernée. Le quatrième axe, c'est le contrôle très prononcé des entreprises publiques, où nous allons aussi, avec le système digitalisé, nous allons être branchés. Nous allons d'abord exiger que toutes les entreprises aient des systèmes d'information, n'est-ce pas? Pour que ces systèmes d'information puissent nous fournir des informations en temps réel et que nous puissions contrôler de façon. Soyons connectés à leur système. Voilà. C'est aussi les établissements donc publics. Chaque établissement comme les public, comme les entreprises publiques, voilà, chaque personne se connecte à l'IGF. Voilà, à partir d'ici, vous pouvez voir ce qui s'est fait à tel endroit, à la DGDA, à la DGI, à l'OGFREM, ainsi de suite, donc directement. Voilà, effectivement. Et puis nous allons, en 5e lieu, travailler sur les systèmes de contrôle interne des entreprises et des administrations publiques. Je vous ai dit que l'inspection... En dehors du contrôle systémique, vous avez aussi le contrôle interne. Nous avons le rôle, parmi nos rôles aussi, c'est la supervision des contrôles internes des administrations et
des entreprises et établissements publics. L'État est organisé en plusieurs contrôles, comme je vous ai dit. Chaque entité a des organes internes de contrôle. Et s'il y a déliquescence de gestion, c'est parce que les organes internes de ces entités ne fonctionnent pas ou ne sont pas valorisés. Hein? Mais il y a des contrôles internes qui sont dans la poche des mandataires. C'est ça justement. Des responsables. C'est ce qui fait qu'effectivement ces contrôles ne sont pas efficaces. Ouais. Mais cette fois-là, ces contrôles vont travailler sous la supervision et sous la surveillance de l'inspection générale des finances. Okay. Nous allons veiller à ce que le contrôle interne fonctionne et nous allons avoir les données avant d'intervenir dans une entité. Ce sont les rapports de contrôle interne que nous devons avoir. Parce que l'inspection générale des finances, comme je vous ai dit, c'est un contrôle externe en termes d'audit. Dans les jargons d'audit, on dit que l'inspection générale des finances peut être la troisième ligne de défense. La première ligne de défense, c'est d'abord le contrôle interne, les procédures internes de chaque entité qui prévoient des mécanismes de contrôle. Est-ce que ces contrôleurs-là, ils font vraiment bien leur travail? Oui, en dehors d'abord de personnes comme telles, c'est d'abord les systèmes d'organisation. Chaque entreprise doit avoir des manuels de procédure, doit avoir des circuits sécurisés de gestion. Ça n'existe pas dans beaucoup d'entités. En dehors de ces circuits internes sécurisés de gestion, il faut des audits internes. On appelle des organes d'audit internes qui sont là pour surveiller justement si les mécanismes de contrôle interne fonctionnent normalement. Ça, c'est la deuxième ligne de défense dans la gestion d'une entité. Et puis interviennent maintenant en troisième, quatrième lieu les services externes qui viennent de l'extérieur pour contrôler l'entité. Et l'IGF fait partie de cette troisième ligne de défense. C'est comme une armée. Okay. Il y a la première ligne de défense, c'est quand on arrive à éliminer les soldats qui sont dans cette ligne, qu'on va s'attaquer à la deuxième ligne, et puis il vient maintenant la troisième ligne, plus de stratégie pour riposter. Et les lignes, voilà justement. Donc c'est pratiquement comme dans l'armée, nous venons pratiquement comme troisième ligne. Alors pour que nous soyons efficaces, les deux premières lignes doivent être suffisamment efficaces pour qu'il y ait une bonne gestion. Sinon, la troisième ligne de défense viendra pour constater les dégâts. Le dernier axe, c'est l'axe qui consiste maintenant à renforcer institutionnellement l'inspection générale des finances. C'est dans cet axe que nous parlons de la digitalisation. Il faut que l'inspection générale des finances en tant qu'organe soit suffisamment assis et puisse posséder une infrastructure digitale de première facture pour pouvoir canaliser toutes ces données, mais aussi que l'inspection générale des finances soit renforcée en ressources humaines, le renforcement des capacités de ces ressources humaines. C'est très important pour réussir cette mission. Effectivement, qui doivent avoir des formations spécialisées dans la maîtrise de nouvelles technologies, pour qu'ils puissent être à même de faire fonctionner les infrastructures que nous allons mettre en place. Lorsque vous introduisez la digitalisation dans un service, il y a nécessairement une réorganisation des services, parce que l'outil informatique bouleverse. Il faudrait beaucoup plus de formation, bouleverse l'organisation. Et nous avons parlé aussi de la déconcentration de l'inspection générale des finances, qui devra avoir quelques démembrements au niveau des provinces, pas dans toutes les provinces. Je pense que dans un premier temps, on va fonctionner dans 4 pôles, de 4 pôles provinciaux, le pôle Est, pôle Sud, pôle Centre et pôle Ouest. Ah ok, merci beaucoup. Je disais parmi les 6 axes, le troisième axe, à savoir sécurisation, valorisation et protection du patrimoine et des ressources publiques, suscite bien d'interrogations. Cet axe paraît nouveau dans les missions reconnues à l'IGF et les ressources publiques de l'État. Oui, c'est comme si c'est pas vraiment dans les attributions, dans votre cahier des charges de l'inspection générale des finances. L'inspection générale des finances a pour mission de contrôler justement aussi bien les deniers, c'est-à-dire les finances, mais aussi bien les biens et les patrimoines de l'État.
Donc, comme je venais de le dire, c'est peut-être une mission qui n'a pas été suffisamment activée. Et on a l'impression qu'on n'a pas travaillé sur ces aspects-là. Cette fois-là, nous allons suffisamment nous concentrer sur cet aspect parce que l'État investit beaucoup. Mais on a l'impression que l'État n'investit pas alors que l'État investit beaucoup, mais son patrimoine n'est pas suffisamment bien géré. Hein. Le patrimoine de l'État, c'est beaucoup de choses. Hein. C'est le bâtiment, c'est les véhicules, c'est les routes, c'est toutes ces infrastructures, les stades, hein, tout ce que les écoles de l'État, tout ce que l'État a comme patrimoine, c'est énorme. Et à part ça, il y a le domaine de l'État. Le domaine de l'État, c'est le sol et le sous-sol de l'État, tout ça. Hein, doit être protégé, doit être connu, doit être répertorié, doit être protégé. Hein, parce que c'est ça la base même de la richesse d'un État. Alors, cette richesse déjà acquise par des investissements de l'État, hein, doivent être sécurisées, doivent être suivies. Il faut des amortissements, il faut des renouvellements, des réfections et consorts, tout cela. Si tout cela n'est pas fait, eh bien, ce qu'on investit se perd comme si rien n'a été fait. Et ça, c'est douloureux parce que il ne suffit pas de construire, il faut entretenir, il faut réparer, il faut réhabiliter. C'est ce que tous les États du monde font. Hein, lorsque vous allez dans beaucoup de pays, par exemple en Europe, ce sont des constructions du 16e et 15e siècle que vous trouvez là-bas, mais vous croirez que c'est encore neuf. Hein, c'est parce que ça a été entretenu, ça a été répertorié, ça a été protégé. Et dans notre pays, nous voulons que cela puisse aussi arriver. On peut dire que depuis que vous êtes à la tête de l'IGF jusqu'à ce jour, vous avez croisé les bras et vous attendez juste le lancement du plan triennal stratégique. Qu'est-ce que vous avez fait déjà depuis que vous êtes à la tête de l'IGF? Vous savez, oui. On vous accuse d'être trop silencieux, vous ne parlez pas. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Vous étiez plus concentré dans l'élaboration, mais entre-temps, il n'y a pas de patrouille par-ci par-là. Les gens sont contents, Alinguet accueilli. Nous n'avons pas laissé le terrain vide. Depuis que nous sommes là, les inspecteurs de finances ont travaillé. Oui. Et ils sont restés toute l'année 2025. Toutes les missions qui étaient en cours ont continué jusqu'à décembre 2025. Donc, ceux qui ont cette impression-là, je pense qu'ils ne se renseignent pas suffisamment. Ben, on dit aussi que vous n'avez pas pratiquement la même méthode avec vos prédécesseurs. Hein. Voilà. Chaque institution, comme chaque personne, a des stratégies, a des méthodes de travail. Oui. J'aimerais de ne pas trop parler de moi-même, j'aimerais parler de l'institution IGF. Je considère que l'IGF, en tant qu'institution, a le droit de changer ses stratégies. A le droit d'évoluer dans ses Moi, je suis là pour vous poser des questions. N'est-ce pas? Je vois ce que les gens disent et voilà. J'ai fait un effort pour essayer de faire un résumé de ce que les gens disent sur vous. Nous avons le privilège d'avoir l'exclusivité de cette première interview depuis que vous êtes à la tête de l'IGF. Et donc, c'est comme ça. Souffrez que je vous pose toutes les questions, même les questions embarrassantes. Si, ça c'est pas embarrassant pour moi, ça. Vous savez, les gens ont la liberté de dire ce qu'ils peuvent dire. Et d'ailleurs, moi, ça me plaît. Les gens critiquent lorsque les gens parlent de l'IGF. Je me méfie souvent de ceux qui jettent les fleurs. Parce qu'ils ne permettent pas de s'améliorer. Mais ceux qui critiquent de façon objective sont plutôt pour moi une source d'amélioration. Ce qu'on peut déplorer, c'est lorsqu'il y a des critiques injurieuses ou des critiques mensongères qui ne sont basées sur aucun fond. Mais sur le plan du travail, je peux vous assurer que l'Inspection générale des finances a travaillé sans désemparer. Et pour ceux qui sont de bonne foi, ils peuvent avoir les effets du travail de l'Inspection générale des finances. Les effets de l'Inspection générale des finances, ce n'est pas nécessairement lorsque vous apprenez, voilà, on a traduit telle injustice sur base du rapport de l'Inspection générale des finances. Un communicateur de bonne foi, il doit savoir que l'IGF a travaillé. Lorsqu'on suspend un DG
sur base du rapport de l'inspection générale des finances. Ce n'est pas nécessaire que ce moi qui vienne parler à la presse. Hein? Mais quelqu'un de bonne foi, il va dire, ah bon, l'IGF a travaillé, voilà, tel a été sanctionné sur base du travail de l'IGF. Hein? Si la justice convoque quelqu'un sur base de l'inspection, du travail de l'inspection générale des finances, tel est démis de ses fonctions sur base du travail de l'inspection générale des finances, ce n'est pas nécessaire que ce soit moi qui vienne à la presse pour les déclarer. Voilà, donc je pense que c'est là où il y a la différence. Hein? Mais bon, sinon, chacun a sa méthode. Sinon, le travail évolue, le travail s'est fait en profondeur. L'objectif ultime de l'inspection générale des finances, ce n'est pas ces faits-là de dire, voilà, nous avons attrapé un voleur, le voici, il est là. Non, ce n'est pas ça l'objectif ultime de l'inspection générale des finances. L'objectif ultime de l'inspection générale des finances, c'est de faire de sorte qu'il n'y ait plus des actes de détournement. En tout cas, peut-être c'est impossible d'éradiquer à 100%. Détournement zéro. Détournement zéro, votre objectif, c'est d'amener les détournements zéro. C'est impossible, mais on doit les amener plus proches de zéro. Plus proches de zéro. C'est ça l'objectif final. Et c'est ça le sens même du contrôle systémique. Parce que tel que nous travaillons aujourd'hui, nous ne pouvons pas être efficaces. Parce que nous travaillons de façon ponctuelle. La bonne efficacité dans le contrôle, il faudrait qu'il y ait le contrôle systémique. Selon vous. Selon moi, il faut un contrôle systématique d'abord. Oui. C'est-à-dire c'est un contrôle qui touche tous les points de contrôle à la fois. Un contrôle permanent, c'est-à-dire qui permette à ce que vous puissiez contrôler le flux de l'État de façon permanente. Un contrôle avec des interventions ciblées, n'est-ce pas? C'est un contrôle qui évolue sur base de l'analyse de données, de l'analyse des risques, et non pas un contrôle à l'aveuglette, n'est-ce pas? Et ce contrôle-là, permanent, ce contrôle systématique, ce contrôle proactif, n'est-ce pas? Ce contrôle qui doit pratiquement permettre une surveillance à temps réel des flux économiques de l'État, qui doit permettre la maîtrise de ces flux-là, ne peut être possible que par la digitalisation. Et c'est ça, justement. C'est pourquoi nous en faisons notre premier axe du plan stratégique, la digitalisation. Bon, maintenant, les phasages, comment ça va se faire? Comment ça va se faire? Nous avons un plan opérationnel et qui a donné des phases. Il y a des jalons que nous allons poser en 2026. Nous sommes déjà au troisième mois en 2026. Oui, c'est l'année justement de la mise en place des structures, des pilotages. Ces structures de pilotage sont en train de... Les structures précèdent le lancement du contrôle systémique ou bien ça va se passer? Bien sûr, on doit d'abord piloter la réforme, n'est-ce pas? Ce plan stratégique doit être porté. Faire aussi la campagne de la réforme pour faire connaître. Vous savez, les mandataires, les pasteurs, les ministres, les Congolais, les citoyens congolais, faire comprendre, faire une campagne pour essayer de vulgariser, de faire comprendre. Mais justement, mais nous y sommes. Lorsque moi je parle, c'est déjà le début de la vulgarisation. Donc, on va vulgariser. Quand j'en parle, c'est que c'est le début de la vulgarisation. On va inviter nos partenaires, nous en avons beaucoup d'ailleurs, de la société civile, du domaine de communication. Nous allons commencer par eux pour qu'eux aussi puissent relayer le message. Nous allons donc la sensibilisation au courant de cette période, mais en même temps, le début de la mise en place de la structure, de l'infrastructure digitale. Nous allons mettre un accent particulier déjà sur la connexion aux autres systèmes, aux autres systèmes d'information. Nous avons déjà à notre niveau un logiciel qui nous permet d'analyser ces données-là. Nous avons déjà une base de données d'une certaine capacité où nous pouvons loger ces données-là et nous allons accroître au fur et à mesure et nous allons ainsi en 2027 commencer déjà des missions pilotes. Des missions pilotes, nous aurons déjà développé des logiciels autonomes
qui nous permettent de faire des analyses, de faire des contrôles ciblés digitaux. Et après ces expériences pilotes, nous allons arriver à l'extension, à la généralisation en 2028, où nous pensons que le système va fonctionner en plein régime. Ceux qui vraiment veulent qu'on parle de l'inspection générale des finances, ça va venir dans cette campagne de sensibilisation, les missions de l'IGF, sur les stratégies de l'IGF, sur la nouvelle stratégie de l'IGF. C'est en ce moment-là que les gens vont comprendre quelle est la philosophie de l'inspection générale des finances et quelle est sa vision pour l'avenir. Donc, ça ne sera pas une campagne sur ma personne, mais sur le travail de l'inspection générale des finances. Merci beaucoup, M. Christophe Bitassi-Moi, inspecteur général et chef des services de l'IGF. Dernière question, que peut-on attendre de ces plans triennales? Et vous allez profiter aussi, peut-être pour nous faire un résumé. Il y a des gens qui peuvent nous prendre en cours en 2 minutes. Je vous donne 3 minutes pour conclure l'émission. Vous allez nous expliquer d'une manière pédagogique c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces plans triennales. C'est quoi ce plan triennal? C'est un plan qui permet à l'Inspection générale des finances de concrétiser sa nouvelle stratégie. Sa nouvelle stratégie qui consiste à exercer un contrôle systémique. Jusque-là, nous avons fait des contrôles a posteriori, des contrôles a priori qu'on a appelés patrouilles. Et là, nous avons évolué dans la stratégie. Nous allons exercer désormais, à la fin de la concrétisation de ces plans, à un contrôle systémique. C'est quoi le contrôle systémique? C'est seulement un contrôle qui est permanent, un contrôle qui est systématique, c'est-à-dire qui va prendre d'un seul coup l'ensemble des circuits financiers de l'État. C'est un contrôle à temps réel, c'est un contrôle digital, c'est un contrôle proactif, n'est-ce pas, qui va nous permettre d'exercer réellement une surveillance générale de tout le flux financier de l'État, de manière à identifier en amont les dysfonctionnements du système, d'exercer notre contrôle sur ces dysfonctionnements-là, de maîtriser toutes les données qui circulent, de manière à ce que nous puissions les analyser et découvrir les failles. Et sur base des cartographies des risques, nous pourrons maintenant faire des interventions basées sur une analyse des risques. Et ça sera des interventions ciblées, plus efficaces qu'avant. C'est ça, en quelque sorte, là où le plan stratégique va nous amener à terme. Et ce plan stratégique est basé sur la dématérialisation et la digitalisation de tout le processus de travail de l'Inspection générale des finances. Pour y arriver, bien sûr, l'Inspection générale des finances devra être connectée à toutes les plateformes d'information sur le flux financier de l'État qui existent dans les pays. Et là où ça n'existe pas, l'Inspection générale des finances va travailler de sorte que tout le monde soit mis au pas, de manière à ce que la digitalisation soit complète. Et cela rentre vraiment dans la philosophie actuelle du gouvernement et dans la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, parce qu'il a, par la loi qu'il a promulguée sur les codes de la digitalisation du SMAN et la mise en place d'un ministère d'économie et du numérique, il a décrété que tous les services de l'État soient digitalisés et soient interconnectés. Et ça, c'est vraiment la voie royale pour améliorer la gestion dans notre pays. Et nous, en tant qu'Inspection générale des finances, sous la tutelle directe du chef de l'État, nous voulons être un service pilote, la locomotive dans cette marche vers la digitalisation et la nouvelle gouvernance modernisée. Surtout que le chef de l'État aime les résultats, et le chef de l'État est contre les détournements, le chef de l'État est pour un État de droit. Donc voilà pourquoi l'IGF, c'est un apport, un outil très important d'accompagnement pour le chef de l'État. Effectivement, et nous allons le faire dans ce domaine-là. Et qu'est-ce qu'on escompte? On escompte effectivement que le système de détournement soit mis à mal, soit démasqué, soit bloqué, parce que nous sommes convaincus
que c'est le manque de digitalisation qui fait aussi qu'il y ait beaucoup de fuites dans les systèmes de gestion de l'État. Sous d'autres cieux, les choses sont tellement digitalisées que même les détournés ne savent pas par où ils peuvent passer pour détourner. Et nous avons l'objectif d'arriver aussi à ce stade-là. Manuellement, il est difficile d'être efficace. Impossible, on peut dire. Impossible même d'être efficace, suffisamment efficace en tant que service de contrôle. Donc, nous voulons faire le pas vers ce défi énorme. C'est un défi énorme à relever, mais avec l'appui politique dont nous sommes bénéficiaires, nous pensons que nous allons y arriver. Merci beaucoup, M. Christophe Bitassi-Moi, d'avoir répondu à notre invitation. À vous également, chers téléspectateurs, nous disons infiniment merci. Vous avez compris, vous avez suivi. Nous avons parlé du contrôle systémique aujourd'hui. Nous avons reçu pour vous l'inspecteur général, chef des services, M. Christophe Bitassi-Moi. Il est professeur d'université, comme je le disais tantôt. Merci.